Bonjour, c'est Guillaume de Goulet, on est vendredi, c'est donc le jour de Time Out, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Émission très spéciale aujourd'hui avec un invité très spécial également. Allez, je garde le suspense quelques secondes, le temps pour moi de vous donner quelques indices quant à l'identité de notre guest star du jour. Il est né le 6 décembre 1972 à Saint-Sever, dans les Landes. Il mesure 1m80, compte 47 sélections et une médaille de bronze à l'Euro 2005 avec les Bleus. L'ancien meneur emblématique de l'élan béarnais, l'entraîneur des Levallois Metropolitans. Vous avez deviné, il s'agit de Frédéric Fautoux, on dit bien le X. Bonjour Freddy et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Avec vous, exceptionnellement, on va disputer un match de 3 quarts temps seulement, des tiers-temps, comme on dit au hockey, pour évoquer Pau et votre passé de joueur, Levallois et votre actualité d'entraîneur, et enfin l'équipe de France, et pourquoi pas, un futur de sélectionneur, vous nous direz tout cela. Pour vous poser les bonnes questions, 2 intérieurs de qualité à mes côtés, à vos côtés, Amaury Perdriau. Salut Amaury. Salut à tous. Et Yann Onona. Hello Yann. Salut Guillaume, salut Fred. Voilà, tout le monde est prêt pour l'entre-deux. Alors on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du Land Star Game. Frédéric Fautoux. Bonjour, Fautoux, bien sûr. Mais oui, il faut le dire, bien sûr. 1990-2007, une seule vie, un seul maillot, un seul club, Pau la Cortez, comme on dit aujourd'hui, l'élan béarnais, 7 titres de champion, 3 Coupes de France, 4 fois les As également. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de faire sa carrière dans un seul club ? Alors, j'ai envie de vous dire que tout est possible. Maintenant, c'est vrai que c'est, je pense, de plus en plus dur, puisque que ce soit dans le sport ou dans la vie en général, on a envie de découvrir beaucoup de choses. Donc, la tendance fait que, effectivement, des carrières comme la mienne seront plus rares, voire impossibles. Vous avez jamais eu envie de partir, de quitter Pau, d'aller jouer dans des plus grands clubs, à Limoges, à Villeurbanne ? Vous parlez des plus grands clubs, là ? Oui. Non, j'ai jamais eu envie de partir. Peut-être sur la fin de ma carrière, j'avais essayé de prendre 2-3 contacts avec Saint-Sébastien à côté, qui était en 2e division espagnole à l'époque, mais c'était plus par amour de l'Espagne que pour autre chose. Mais non, j'ai jamais voulu partir parce que toutes les conditions étaient réunies pour moi de rester dans ce club-là. D'abord, c'était un rêve d'enfant, déjà, puisque je suis né donc à Saint-Sever. Non, Saint-Sever. Et j'ai été bercé par... à 60 km de Pau, c'est ça ? Tout à fait, Claire. à peu près. Et j'ai été bercé par l'élan béarnais, par la moutette, par des grands joueurs qui étaient Freddy Schnagel, Howard Carter, Jean-Noël Perpère, etc. Et déjà le fait de rentrer au centre de formation, qu'on me propose un contrat professionnel, pour moi était déjà ma carrière était quasi réussie. Le fait que au bout d'1 an et demi après à Orthez, on est déménagé à Pau et qu'on joue le titre tous les ans, voilà, je pouvais pas rêver mieux. J'avais ma famille, j'avais mes amis, j'avais le club de mes rêves et on joue le titre chaque année. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais aller chercher de mieux ailleurs ? C'est quoi Pau, si vous deviez le décrire en quelques mots à quelqu'un qui connaîtrait absolument pas le basket ? C'est une passion, une ferveur d'abord ? Ouais, une culture ? C'est vraiment d'abord une culture, une culture de la victoire. C'est vrai que quand on rentre aujourd'hui dans ce pays des sports et qu'on voit les trophées, les maillots, les grands joueurs qui sont passés par ce club, déjà ça pose un club, ça pose une équipe. Après voilà, c'est une ferveur. J'ai presque envie de vous dire comme beaucoup d'équipes, mais c'est vrai que dès que les victoires s'enchaînent, un palais des sports de 7500 places qui se remplit, qui pousse derrière son équipe, voilà, c'est quelque chose qu'on trouve pas beaucoup ailleurs. On peut le trouver avec des salles de 4000 places, 4005, mais 7005 ça fait beaucoup, et de sentir ça, c'est gratifiant. C'est toujours aujourd'hui d'ailleurs la salle avec la plus grosse capacité en France, à l'exception évidemment de Bercy, mais qui n'est pas dédiée au basket. Oui, aujourd'hui il y a des salles multifonctions, à Montpellier, à Bercy, à Nantes je crois, mais dédiées qu'au basket, effectivement il n'y a qu'à Pau. Ça veut dire quoi du coup ? Ça veut dire que en France, ou même plus largement, on a du mal à imprimer cette culture club, et c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, on s'identifie plus à un club qui gagne ou qui a une histoire. Dans votre ressenti de coach aujourd'hui, quand vous avez un jeune entre les mains, est-ce qu'on sent qu'en fait l'histoire d'un club ça l'intéresse moins ?
Oui, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, même la société, j'ai fait souvent la comparaison, mais on a beaucoup individualisé nos vies et les joueurs, les sportifs professionnels fonctionnent comme ça aussi. Je vois pas ça d'un côté négatif. C'est simplement un changement de mentalité. Donc, il faut les faire adhérer à autre chose. Alors après, ils sont très heureux de venir jouer dans des grands clubs. Que ce soit Pau, Villeurbanne, Strasbourg, mais il faut leur apporter autre chose. Le Valois aussi. Dans les grands clubs. Dans les grands clubs. Il y a un palmarès à le Valois, Fred ? On est en train de le construire. On en parlera tout à l'heure. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur votre carrière de joueur à Pau. Vous avez arrêté de la meilleure des manières. L'équipe de France aussi, d'ailleurs. Vous avez arrêté votre carrière tout court. C'était en 2007 après une victoire en Coupe de France. Vous avez arrêté l'équipe de France après une médaille en 2005 à l'Euro. Vous avez su choisir votre moment. C'était important, ça, de choisir le moment de s'arrêter Oui, alors, en équipe de France, j'ai pas trouvé le choix. J'aurais bien fait le champion par la grande porte. J'aurais bien fait le champion du monde après. Mais bon, il fallait passer à autre chose. En tout cas, je l'ai pas du tout mal pris. C'est plus une blague. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance à chaque fois, quand je terminais quelque chose, de finir par une victoire. J'ai pas toujours choisi. Parce que l'année où quand j'arrête, où on gagne la Coupe de France en 2007, on se qualifie même pas pour les playoffs alors qu'on était dans le top 16 en Euroleague. Mais voilà, j'ai eu la chance de beaucoup gagner dans ma carrière. Donc je trouve que c'était un beau clin d'œil à chaque fois de terminer par un trophée ou une médaille. Donc, et un tir à 3 points en plus, non en Serbie. Et un tir à 3 points en Serbie. Et mon dernier match d'Euroleague, un tir à 3 points à Vitoria. Je sais que j'ai eu... je me la suis provoqué, bien sûr, mais je sais que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. Et justement, Fred, tu termines à un point j'ai l'impression, un point de basculement peut-être du basket français, notamment européen, puisque comme tu disais, vous aviez fait le top 16 de l'Euroleague. Depuis, aucune équipe française n'a joué le top 16 de l'Euroleague. Et j'avais envie de te demander, selon toi, maintenant que tu es entraîneur dans l'élite, qu'est-ce qui a changé dans le basket que tu as joué et le basket que tu observes aujourd'hui ? D'abord, une économie. Les gros clubs sont devenus très structurés et très riches. En termes d'effectifs, donc, puisque les gros clubs aujourd'hui ont des effectifs de 15-17 joueurs pro. Et alors donc, je veux dire 13-14 pros et les 3 meilleurs jeunes de leur pays. Donc, ce qui font qu'ils peuvent jouer sur les deux tableaux et donc appauvrissent les concurrents. En termes de jeu, peut-être aussi, et de formation, la formation française, de par nos qualités, est peut-être un peu moins adaptée au basket de l'Euroleague et un peu plus au basket de la Jeep Elite et de la NBA. Donc donc l'amalgame fait que aujourd'hui c'est compliqué. Mais je pense que le gros point, c'est que en termes de structure et économique, d'autres clubs sont plus importants que nous. Après, est-ce que les manières sont bonnes ? Ça, c'est encore autre chose. Mais parce que les clubs français ça reste bien structuré, mais à une échelle moins importante. L'Euroleague avec Pau, ça reste un regret de ne pas avoir été plus loin, de ne pas avoir marqué, parce qu'on sait que l'histoire paloise, elle est riche aussi de Coupe d'Europe, d'avoir réussi un coup de maître. Ah, mais carrément. Alors moi, si j'ai un regret dans ma carrière à Lambernet, c'est de ne pas avoir participé en Final Four. Voilà. Vous n'étiez pas loin, hein ? Sur 14 participations, on a fait 3 quarts de finale, dont 2 belles. Mais bon, ça n'a jamais été au bout, malheureusement. Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui vous a manqué à l'époque ? Un peu d'expérience, un peu de banc, un peu de chance, un peu de tout ça peut-être ? Oui, bon, à chaque fois on est tombé sur des grosses équipes. Parce que de toute façon, on est dans le top 8, il n'y a que des grosses équipes. Et je pense un peu de maturité, d'expérience, peut-être aussi un brin de chance, parce qu'à un moment donné, il en faut un peu. Voilà, donc un peu de tout ça. Aujourd'hui, Pau revient sur le devant de la scène. On sait qu'il y a eu quelques années difficiles. Est-ce que, selon vous, l'élan Bernay est capable de redevenir un des clubs leaders du basket français, comme l'est aujourd'hui Villeurbanne, par exemple ? Je pense qu'en toute objectivité, ça sera dur. Voilà, comme beaucoup de clubs, de se maintenir au top niveau, comme peut le faire l'Asvel. Dans le sport de haut niveau, aujourd'hui, l'économie a pris un vrai rôle, très important dans les résultats sur le long terme.
Voilà, donc l'élan Bernay aujourd'hui fait une très belle saison avec un budget moyen, comme beaucoup d'équipes de championnat. J'espère pour eux qu'ils se maintiendront là, mais il y a très peu de marge sur ceux qui arrivent derrière. Et après, le problème, c'est que ces équipes-là, qui font une très belle saison, les joueurs majeurs prennent de la valeur. Voilà, et ils se feront sûrement piller par des gros clubs, qu'ils soient français ou européens, et il va falloir reconstruire. Et on sait que pour durer, sur le long terme, il faut garder les joueurs longtemps et fabriquer un collectif. Ça veut dire qu'une génération comme celle des Gadou, ou ensuite celle des Pietrus, Boris Dio, etc., on risque de ne plus en voir à Pau? Si, Boris Dio, Pietrus, oui, parce qu'ils sont restés 3 ans et qu'on les a pris à 18 ans. Après, comme des Gadou, ça sera compliqué parce que nous, les meilleurs joueurs français venaient à Pau à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs français, malheureusement, Pau et beaucoup d'autres, comme le Valois par exemple, on ne peut pas aujourd'hui se les payer encore. Après votre carrière de joueur, vous avez entamé une carrière d'entraîneur, même s'il y a une petite parenthèse, je crois, à la mairie de Pau, comme adjoint au sport. Est-ce qu'il n'aurait pas été finalement logique de vous voir commencer votre carrière d'entraîneur à Orthez? Alors, d'abord, entre les deux, j'ai aussi joué à Orsarieux, qui est mon club, important, oui. très très important. Avec une Coupe des Landes à la clé, Exactement, un autre trophée en 2010. Et derrière, donc, j'ai arrêté. On peut pas être landais et arrêter de jouer sans avoir gagné la Coupe des Landes? Complètement. Ouais. En tout cas, pour ma part, c'était impossible à imaginer. Donc c'est bon, j'ai assouvi mon rêve aussi. En termes de basket, en tout cas. Et j'aurais bien aimé et beaucoup commencer ma carrière d'entraîneur à l'élan Bernay. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. C'était pas mon moment, apparemment. Votre arrivée à Levallois, on peut en parler un petit peu. Comment ça se fait? Vous arrivez avec Antoine Rigaudot, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous étiez inséparables et puis vous êtes resté tout seul finalement. Ouais. Alors c'est vrai que y a des opportunités qu'il faut savoir saisir. Je voulais revenir donc après mon mandat à la mairie de Pau. Je voulais revenir dans le sport de haut niveau. Depuis 7 ans, j'entraînais des Benjamins. Depuis 3 ans, j'entraînais la N3 puis la N2 donc, de l'élan Bernay, donc qui s'appelle l'élan Bernay pour Nord-Est. Et je voulais raccrocher le wagon du haut niveau. J'avais donc sollicité pas mal de monde, dont Jacques Monclar qui je savais qu'il avait l'oreille de beaucoup de monde dans le milieu. Et donc je voulais dire que je postulais pour n'importe quel club, que ce soit espoir, assistant, coach. Je voulais revenir dans ce milieu-là, quoi. Et voilà, quelques semaines après, il m'a proposé donc de me rapprocher d'Antoine, puisqu'ils allaient solliciter pour Paris-Levallois à l'époque Antoine comme coach. Il nous voyait très très bien, quoi, tous les deux, puisqu'on était assez complémentaires déjà quand on jouait ensemble. Complètement. Voilà, en termes de tempérament aussi. Le feu et la glace. Bon, on peut dire ça comme ça. Et voilà. Et puis après, donc moi j'avais énormément confiance pour suivre Antoine pendant très très longtemps. Mais au bout de 4 mois, il a voulu arrêter et le club m'a proposé de reprendre la suite. Et depuis, me voilà aux affaires. Tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a motivé à devenir coach? Parce que j'ai lu que c'était pas forcément un désir à l'origine quand tu as arrêté ta carrière d'être coach de haut niveau. Alors j'ai pris énormément de plaisir avec les tout petits, de leur apprendre, de leur inculquer déjà les valeurs d'un sport collectif, leur apprendre à marquer des paniers, de voir des sourires sur des enfants. La chance aussi d'avoir le club dans lequel j'entraînais les tout petits, donc la réserve de l'élan Bernay, de prendre l'équipe de National 3. Et je suis tombé sur une très belle génération qui aujourd'hui, quelques-uns jouent en Pro A, donc comme Pinot, Pierre Pelos, donc Chalon-sur-Saône et Fos-sur-Mer. Les 2 autres en National 1, Monsieur Cap et Monsieur Turpin. Et donc on a beaucoup gagné. Et en fait, je crois que ça m'a accroché. Puisqu'en même temps, la dernière saison, j'entraînais aussi ma fille qui jouait en minime. Donc j'avais 3 équipes à la fois. Et c'est pas que j'en voulais d'autres, mais je voulais passer à l'étage au-dessus. Parce que aussi dans le monde amateur, il y a des contraintes qu'à un moment donné, quand on veut gagner plus de matchs, il fallait voir plus haut, quoi. Le frisson aussi, peut-être, ça manque un petit peu l'adrénaline d'être capable de gagner des matchs au plus haut niveau, comme lorsque vous étiez joueur. Ça comptait, ça aussi, oui. Forcément.
Carrément. Bien sûr. Carrément, c'est... quand on a été élevé à ça pendant 17 saisons, ou 18, je sais plus, oui, à un moment donné, ça manque. C'est bête à dire, mais je pense que beaucoup de sportifs de haut niveau veulent le dire, c'est que je dis pas que la vie devient fade, c'est pas ça, quoi. Mais il manque toujours un petit peu quelque chose, une adrénaline qui fait que il faut aller voir plus loin, plus fort. C'est pas toujours de tout repos, surtout pour l'entourage. Mais oui, on a besoin de ça, ouais. Cette adrénaline, Moi, en tout cas. vous l'avez ressenti pleinement à la Leaders Cup, hein, c'était il y a quelques jours. Vous êtes arrivé avec une équipe malheureusement décimée, puisqu'il y avait des absents. Et pourtant, vous êtes qualifié en demi-finale, vous avez livré un beau tournoi. C'est cette adrénaline-là que vous cherchez, j'imagine. Exactement. C'est ce qu'on a montré à la Leaders Cup, c'est vraiment des valeurs du sport collectif qu'on devrait voir quasi tous les week-ends. Dans la difficulté où il y avait des blessés, des joueurs qui n'ont plus répondu présent, qui n'ont plus voulu venir avec nous. Le groupe s'est ressoudé. On s'est allé chercher des valeurs collectives qui sont belles pour franchir des montagnes. Ils ont fait, les joueurs, un superbe match contre Lambernet, qui est donc avec l'actuel second, où ils ont sorti les triples, l'intelligence, leur talent, et voilà, on a perdu une finale contre Bourg-en-Bresse avec les honneurs, je pense, qui étaient encore nettement plus forts que nous. Voilà, on a perdu avec les armes à la main, et moi c'est ce qui me plaît. Alors, pas de perdre, hein. Parle-nous Mais justement. ne jamais rien lâcher. Pardon. Parle-nous justement de ton équipe cette année, puisqu'on a vu à la Leaders Cup un joueur, Nobel Bungukolo, qui était que de passage en pige médicale, qui est parti à Badalone entre-temps. On a vu qu'il n'y avait plus Mouftahou Yarou, qui s'est hélas rompu le tendon d'Achille. Entre-temps, Julian Wright, un autre intérieur, est parti pour un différend avec le club au niveau administratif notamment, contractuel. Comment est-ce qu'on gère ça là, au quotidien, de devoir reconfigurer complètement son équipe? Est-ce que c'est de la malchance? Qu'est-ce qui se passe et comment tu vis ça? Alors c'est très bizarre, c'est vrai qu'on a une saison très très bizarre. On n'a pas eu l'équipe au complet une seule fois de la saison. Voilà. Le premier en date, ça a été Cyril Lézer qui a eu une fracture de fatigue à un pied, et depuis, en fait, on n'a jamais réussi à avoir tout le monde au complet. Avec tout ce que tu viens de dire, quoi, toute la malchance ou pas, parce que forcément, avec le staff, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est nous qui faisons pas ce qu'il faut pour mettre les joueurs en forme, pour pas mettre les joueurs en confiance? On se pose toujours des questions, parce que peut-être qu'il y a la malchance aussi, on se dit peut-être pas que. C'est un peu frustrant, je vais pas dire usant, parce qu'on est prêt à accepter beaucoup de choses, mais c'est très frustrant parce qu'on croit en tout cas à la notion de travail et de collectif. On avait fait quelque chose de plutôt super sympa lors des 10 premiers matchs où l'équipe tournait bien, et puis on a commencé à avoir un blessé, et puis le remplaçant a été moyen parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché, donc on cherche des joueurs, on recrée un collectif, on propose, donc tu parlais de Nobel qui n'avait pas joué pendant 7 mois, de le remettre en forme, puis il a une meilleure proposition, en tout cas lui qui lui correspondait mieux en Espagne. Donc on est toujours en train de réfléchir, parce qu'on essaie de toujours mettre les valeurs des joueurs au mieux sur le terrain pour gagner des matchs, et en fait la configuration d'équipe changeait presque toutes les semaines, donc compliqué, mais surtout très frustrant, parce que on sent qu'il y a du potentiel dans cette équipe-là, et là il y a une trêve internationale, et en fait on fait en fait une mini préparation pour le dernier sprint. Ça veut dire que quand on est coach, il faut s'adapter en permanence, enfin en tout cas s'attendre au chaos permanent, c'est ça, on est sur un terrain mouvant constamment. C'est un peu ça. J'aime bien dire que il faut s'adapter mais pas se renier. Donc on avance tout le temps. Et finalement, malgré tout ce chaos, le Valois est à 10 victoires, 10 défaites. Tout est encore jouable. Si l'état d'esprit a été trouvé au moment de la Leaders Cup, finalement on peut s'attendre à encore mieux, quoi, j'imagine. C'est ce que je dis aux joueurs, c'est que j'espère que la grosse victoire de la Leaders Cup, c'est d'avoir acquis un superbe état d'esprit. Voilà, ça il va falloir vraiment le garder, le cultiver et intégrer nos 3 nouveaux joueurs. Donc on est à 10-10, c'est très bien. On a fait 7-3 au début, les 10 premiers matchs. On est à 3-7. Il faut renverser la tendance. Si on refait un 7-3, ça sera cool.
L'objectif de la saison qui a été fixé par les dirigeants des Metropolitans, c'est quoi, Freddy? C'est d'atteindre les playoffs, tout simplement, ou d'aller titiller encore plus haut? Alors, au début de saison, tu te dis que voilà, si on pouvait finir c'était assez large, entre la 7e et 12e place, on aurait fait une saison plutôt correcte, avec le doux secret d'accrocher les playoffs. Aujourd'hui, là, c'est clairement, on ne va pas non plus fanfaronner, on va prendre match après match. Et voir ce que la suite du championnat nous... c'est de la langue de bois paloise, ça, non, match alors après match. Alors, en général, je ne suis pas trop langue de bois. Là, je ne peux pas dire mieux. C'est parce que déjà, il y a l'inconnu d'intégrer les nouveaux joueurs. Et... Exactement. Voilà, et puis c'est que j'ose imaginer que les autres clubs travaillent aussi. Et c'est pas pour rien qu'on commence la saison au mois d'août et qu'en général, les meilleures équipes sont au top en février-mars. Nous, on commence une nouvelle préparation en février. Donc, voilà, il va falloir qu'on sprinte et qu'on finisse à fond. Vous serez au taquet en août, en fait. Ouais. Pour les fêtes à Dax. Très bien. Freddy, tu as été très connu comme joueur pour ton caractère teigneux, n'est-ce pas, sur le terrain, et ton côté décisif aussi. Et comment ça se transcrit dans ton caractère de coach? Est-ce que c'est des choses que tu dois mettre de côté, que tu laisses s'exprimer de temps en temps avec les arbitres, avec tes joueurs, ou comment ça se transcrit? J'essaye de leur inculquer. Par mon tempérament, j'essaye pas de me cacher. Alors peut-être que des fois ça, même à l'entraînement, même avec mon discours sur certains joueurs, je vais pas dire que ça déborde, mais bon, on se dit les choses. Voilà. Mais en tout cas, dans mes préparations de match, dans les temps morts, dans les mi-temps, c'est vrai que je demande souvent de pas lâcher, de donner, et après les joueurs ils s'approprient ces messages-là aussi. Voilà, si on leur dit calmez-vous, ils vont se calmer. Si on leur dit va chercher plus loin, tu vas chercher plus loin. Et en général, aussi, on fait jouer les joueurs qui nous correspondent un petit peu, en tout cas qui adhèrent au discours que l'on veut véhiculer. Après, suivant aussi des entraînements en forme de concours et sur les objectifs qu'on fixe à chacun. Voilà, donc après, pour être décisif, c'est le tempérament de chacun. Voilà, je les prends des fois concours à 3 points. Tu gagnes? Ouais, ça m'arrive souvent. On aura des retours si c'est pas le cas. On a appris cette semaine que les Levallois Metropolitans allaient s'appeler la saison prochaine les Metropolitans 92, puisqu'un projet de rapprochement, en tout cas de fusion avec la ville de Boulogne est en cours. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes sous contrat encore avec le club francilien pour les 2 prochaines années. C'est quelque chose qui vous excite, et 2 qui vous offre des perspectives pour l'avenir? Alors, excité, je sais pas si c'est le mot. Enthousiasmé. Ah voilà. Mais oui, beaucoup. Beaucoup parce que ça va dire d'autres moyens. Ça veut dire aussi aider le club à franchir un autre palier, donc faire partir d'un projet ambitieux, et ça, en tant qu'entraîneur, on a toujours envie de plus, donc de faire partie de ce projet-là à la base. On ne sait jamais si on verra le bout, mais en tout cas c'est super motivant de construire quelque chose de nouveau, et je pense que même pour le basket français, d'avoir des clubs d'élite dans la région parisienne, dans Paris, sa région parisienne, c'est quelque chose de super important. Est-ce que tu es, toi, associé directement à ce qui se passe au niveau administratif, à tout ça? Est-ce que tu es concerné? Est-ce qu'on te transmet toutes les infos, on te demande ton avis, ou pas du tout, tu restes dans la partie sportive exclusivement? Ouais, non. Alors, on ne me demande pas forcément mon avis, mais en tout cas, je suis l'évolution au plus près, quasi au jour le jour, avec Alain Weiss, qui est vice-président et qui est en charge des sports à mes côtés. Il me tient informé de l'évolution du dossier, et donc ce qui nous permet aussi d'avoir une idée sur la perspective que l'on va mener au moins pour la saison prochaine à court terme et dans les années à venir, en termes aussi de construction, parce que le club, le Valois est un club à la base de formation, qui ont sorti beaucoup de joueurs, et la connexion avec l'entente avec Boulogne, donc les Metropolitans 92, est vraiment dans cette tendance-là aussi. Donc ça doit se construire dès maintenant pour avoir les fruits d'ici 3-4 ans. On parle d'une future salle de 5000 places, on parle d'un budget en hausse, on parle d'une projection vers 2024, on parle d'un projet costaud quand même.
Ouais, c'est costaud, très ambitieux, avec deux villes qui s'en donnent les moyens, et surtout des personnes qui s'entendent et qui se comprennent, et ça c'est très important. De toute façon, pour ne plus avoir ni Levallois ni Boulogne sur le nom du club, ça veut dire beaucoup de très bonnes choses sur l'entente des dirigeants, et surtout pour l'évolution du projet. Et ça veut dire que les deux villes ont fait le sacrifice de leur nom, ce qui peut être difficile quand on sait que les villes évidemment subventionnent les clubs. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute vraiment quelque chose de sérieux derrière. Moi j'en doute pas, j'en suis très convaincu, et ça prouve que le projet est sur des très bons rails. Alors oui, il faudra attendre 3 ans pour avoir la salle, mais pendant ces 3 années-là, il y a beaucoup de choses à construire, surtout sur le terrain, parce qu'en fait, il va falloir maintenir le club à un très haut niveau et avoir des résultats. Est-ce que ça veut dire aussi que justement sportivement, par rapport à cette saison, on peut s'attendre avec la saison prochaine à une rupture, où justement le vrai rôle, la vraie difficulté, ça va être de trouver une continuité, mais plus en améliorant ce qu'il y a déjà, ou c'est vraiment aussi une phase de reconstruction? En termes de joueurs? Oui, sportivement. Ouais. Alors, non, je pense pas qu'il y aura de rupture, il y aura une vraie continuité, et surtout ça va renforcer en fait. Déjà, il y a des joueurs sous contrat, avec lesquels on a misé, qu'on a confiance, donc surtout les Français. Et donc après, pour accompagner ces joueurs-là, oui, s'il y a d'autres moyens, ça j'attends de voir le budget, la masse salariale qu'on nous proposera, renforcer pour avoir des résultats, parce que moi on a parlé tout à l'heure de Pau, c'est très facile à Pau de garder, je dirais connecter, c'est pas le mot, mais de faire comprendre à tous les joueurs quel est l'objectif du club, de les maintenir dans cet objectif-là, puisque quand on sort de la salle, on peut aller à la garderie, on peut aller au marché, on peut aller au boulanger, on vous parle du basket. À Levallois, dès qu'on sort de la salle, il n'y a plus personne qui vous parle de basket. Et c'est pas toujours évident et facile de maintenir les joueurs sur un objectif bien précis, de les stimuler en permanence, quoi. Donc voilà, avec d'autres moyens, et sûrement avec des joueurs plus forts aussi à côté, et une autre approche, on aura, je pense, j'en suis sûr, de meilleurs résultats. On est en pleine trêve internationale. Cette trêve, elle est liée évidemment aux qualifications pour la Coupe du Monde. L'équipe de France a perdu, c'était jeudi soir en Finlande. L'équipe de France est déjà qualifiée, jouera son dernier match dimanche contre la République tchèque à Nantes. Ça vous inspire quoi, ces trêves internationales imposées par la FIBA? Ça vous plaît? Ça vous laisse circonspect? Votre avis là-dessus? Bon, alors moi, perso, en tant qu'entraîneur, ça ne me plaît pas. Voilà, parce que pour construire un collectif, et surtout pour focaliser les joueurs sur un objectif collectif, c'est compliqué. On les a 2 mois et demi, 3 mois. Il y a des joueurs qui, par exemple, moi j'en ai un qui est parti avec l'équipe du Nigeria, j'ai un autre qui était parti avec l'équipe de France U20, un autre avec l'équipe de France A, un autre qui devait faire un aller-retour en Croatie. C'est compliqué parce que on n'a pas de continuité, on doit récupérer les joueurs, reconstruire, les reconnecter quelque part, quoi, sur les objectifs qu'on s'est fixés. Donc on est toujours en train de jongler, et puis après il y a la trêve de Noël où la Ligue nous impose de laisser X jours, après il y a encore une trêve en février, hop, là ça repart. Non, c'est compliqué de garder mobilisé tout un groupe avec des grosses coupures que l'on peut avoir. Donc moi je pensais que ça peut être bien, en tout cas sur l'exposition de l'équipe de France, parce que ça mettait des matchs en pleine saison, mais comme on n'a pas toujours les meilleurs joueurs et donc la visibilité est toujours moindre, je trouve que ça casse les saisons et ça perturbe le championnat, même pour sûrement les supporters. Je vous propose un petit peu de basket fiction, Freddy, maintenant. Oh. Nous sommes en 2023. Devant vous, 2 propositions de contrat sur la table. À gauche, nouveau coach des Metropolitans dans la superbe salle de 5000 places qui vient d'ouvrir à Boulogne. À droite, un poste de sélectionneur qui vient de se libérer. L'équipe de France A, pas les cadets, j'entends. Qu'est-ce que vous prenez?
Ah ouais. Ah oui, c'est du basket fiction là. On est C'est pas totalement. fiction, mais il y a 2 heures, c'était pas ça la question. Oui, je sais. Je pouvais prendre les deux. Est-ce que, on peut cumuler. Vincent Collet cumule les deux postes à Strasbourg et en équipe de France. C'est une réponse que vous pouvez me faire, à moins que vous pensiez que le cumul des 2 casquettes ne soit pas forcément une bonne chose. Alors pendant une période courte, je pense que c'est cumulable. Effectivement, après pendant très longtemps, je pense que c'est trop usant, à mon sens, quoi. Allez. Ah non, c'est chaud. Non, je prends les deux, moi, bien sûr. En tout cas, alors je fais là, par contre, oui, c'est la langue de bois, quoi. Mais c'est sûr que les deux sont ultra intéressants, ultra excitants. Là, par contre, oui, je parle d'excitation. Parce que 2023, donc, au Metropolitans 92, il y aura déjà 3 saisons de passé et on aura déjà gagné beaucoup de titres. On est dans la fiction, de toute façon. Totalement. On continue. Vous pouvez y aller. Ouais. Donc on aura gagné plein de titres et donc on arrivera dans cette nouvelle salle avec déjà les trophées et il va falloir se maintenir. Et puis qualifié en Euroleague du coup pour défier l'Asvel de Tony Parker. Parce que M. Bartomeu sera venu dans cette enceinte-là et aura les yeux qui vont pétiller. Et comment refuser de toute façon la sélection de l'équipe de France, parce que je pense que c'est le plus beau poste auquel on peut prétendre, représenter son pays et à l'aube des Jeux Olympiques. Avec sa fille en plus dans l'équipe. Avec ma fille qui sera dans l'équipe. Dans l'équipe féminine, oui. Féminine. Et tout le monde sera heureux. Et donc, pour poser la question encore plus clairement, le jour où Vincent Collet s'en va, je pense pas qu'il aille au-delà des JO 2020. En tout cas, après, tout est possible en fonction de ce qui se passera avec l'équipe de France. Mais c'est donc vraiment un poste qui t'intéresse si jamais il était disponible. Oui, clairement. Oui. Alors, j'imagine que beaucoup d'entraîneurs sont intéressés par ce poste-là. Mais en tout cas... oui, à terme, ça sera quelque chose qui me plairait énormément parce que déjà j'ai toujours été attaché au maillot de l'équipe de France, même si c'est un autre rôle sélectionneur qu'entraîneur de club. C'est quelque chose qui m'intéressera. C'est 2 métiers différents, Freddy, sélectionneur et entraîneur, ou c'est la même chose? Je sais qu'il y a dans certaines disciplines, notamment le hand, pas Daniel Costantini, mais son successeur Claude Onesta avait dit un poste sélectionneur, ça n'a rien à voir avec un poste d'entraîneur de club. Les deux ne sont pas du tout le même métier. Est-ce qu'en basket, c'est le même métier? Non, c'est pas du tout le même. D'ailleurs, on le voit. Déjà, qu'entraîneur de club, on est là au quotidien. Les joueurs, on les fait signer en début de saison. Ils sont à nous, quelque part. On leur explique un projet sur 10 mois, avec des objectifs. Et puis voilà, on les fait évoluer. On change de stratégie. On travaille, quoi. On travaille sur 10 mois. Sélectionneur, je pense qu'il faut voyager beaucoup, d'abord convaincre des joueurs d'un projet, après ensuite les convaincre pour les faire venir. Certains ont des règles outre-Atlantique à NBA qu'il va falloir qu'ils modifient pour venir jouer en Europe. Est-ce qu'ils vont pouvoir bien jouer avec les joueurs européens? Et puis trouver aussi... pas forcément parce qu'on peut prendre 12 très forts joueurs, mais c'est pas ça qui fera peut-être la meilleure équipe. Donc trouver les bonnes complémentarités. Et quand ils sont là, même si un club on doit gérer des égos qui sont de plus en plus forts, en sélection c'est encore multiplié par je ne sais pas combien, puisque parce que si vous avez 4-5 joueurs NBA, ils en arrivent avec un statut. Si vous avez 3-4 joueurs de Euroleague, ils ont aussi leur statut très important dans leur club. Et si vous avez 3-4 joueurs de Jeep Elite, quel va être leur rôle là-dedans, parce qu'il doit avoir le même rôle que le joueur NBA. Donc c'est ça aussi qui est super intéressant. Et tu la vois aller jusqu'où notre équipe de France à la Coupe du Monde, si jamais elle arrive à rassembler toutes ses forces, ce qui sera sans doute possible, sauf en cas de blessure, évidemment. De toute façon, on a un potentiel énorme depuis des années. Le basket est un sport où la médaille est très compliquée à aller chercher, surtout en Coupe du Monde Jeux Olympiques, parce que déjà il y en a une qui est quasiment prise obligatoire par les États-Unis, donc il ne reste plus que 2 à attraper. Les meilleures nations sont en Europe, quasiment, donc
voilà, donc l'équipe actuelle, si toutes les forces vives, les meilleurs joueurs viennent, je pense que une demi-finale peut être largement envisageable. Largement. Maintenant, le travail en amont doit être hyper important parce que on ne sait jamais qui va venir, avec qui on va faire l'équipe. Donc, potentiellement, pour moi, on peut aller. On a la grande chance d'être au moins en demi-finale. Après, sur un match, c'est toujours très compliqué de voir plus loin. Maintenant, quelle va être la motivation des uns et des autres pour venir rejoindre le maillot bleu, ça dépendra aussi des résultats. Quels joueurs te plaisent particulièrement, Freddy, dans cette équipe de France? Alors moi, vu sur les qualifs, moi j'adore un joueur comme Paul Lacombe, voilà, qui je trouve a pris de plus en plus prendre une vraie dimension en JP Elite, et je pense qu'il peut jouer beaucoup plus haut. Je pense que c'est un joueur d'Euroleague à part entière aujourd'hui. Après, voilà, comme je suis très fan de l'Eurocup, de l'Euroleague, pardon, des mecs comme Nando De Colo, Rodrigue Bobois sont des joueurs magnifiques qui peuvent apporter. Et après, c'est vrai que notre secteur intérieur, si les meilleurs joueurs viennent, un mec comme Rudy Gobert, j'ai oublié Vincent Poirier, pardon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon top 5 là. Ouais, c'est pas mal. Et ça peut avoir de la gueule. Ouais. Quel regard vous portez sur le bilan de Vincent Collet? Ça fait 10 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France, 2 participations aux Jeux Olympiques, Londres 2012, Rio 2016, 4 médailles internationales, dont un titre européen en 2013. C'est un mandat qui n'est pas terminé, mais qui est déjà largement réussi, ou qui pourrait être encore meilleur? Déjà, son successeur va avoir la pression. Je ne sais pas qui ça sera. Parce qu'effectivement, le bilan est très bon, et il a su gérer des grosses stars, quoi, qui étaient dédiés, c'est vrai, qui avaient la flamme de ce maillot bleu. Je pense à Tony et à Boris. Alors c'est vrai que Boris, je pense que ça fait beaucoup de bien aussi à tout ce groupe-là, de par sa faculté à fédérer autour de lui. Mais le bilan est plus que positif, parce que pendant très longtemps, l'équipe de France n'a pas eu de médaille. Je crois qu'on a relancé la machine en 2005. C'est ça. Et depuis, on a eu que des belles. Donc, voilà, je veux dire, le bilan très, très positif. Allez, à part le dernier championnat d'Europe qui est passé un petit peu à côté, l'équipe de France, en tout cas en général, le reste a plutôt été très bien manœuvré. Et tu pourras demander à Boris de te pistonner si jamais le poste se libère? Écoute, je vais lui proposer de faire un bon resto avant. On va en discuter. Mais ouais, je vais lui demander, ouais. Bon, est-ce qu'il y aura un beau resto ce soir, Freddy? Parce que je crois qu'on va être obligé malheureusement de vous libérer. Déjà, le temps imparti à filer. Vous avez un match amical à disputer, je crois, contre Évreux. Et vu le nombre de joueurs disponibles, vous allez être obligé de renfiler votre fameux numéro 4 et votre short. Ben ouais, avec Sacha Giffard, c'est longuement posé la question. On a fait un concours, j'ai gagné. Je vais me faire strapper, genoux et chevilles. Et on y va. Frédéric Fautoux de Saint-Sauvé, merci beaucoup. Non, Frédéric Fautoux d'Orsarieux. On va pas y arriver, on va pas y arriver. Mais c'est trop compliqué de toute façon. Merci beaucoup, Fred. Orsarieux, Pau ou Saint-Sauvé? Moi, je suis paumé. Orsarieux. Bon, Orsarieux alors. Frédéric Fautoux. Non, je vais pas y arriver. Frédéric Fautoux. Non, c'est fini. Non, Frédéric Fautoux d'Orsarieux. Merci beaucoup. Amaury Pedrillo, Yann Onona, à très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.